J'ai rencontré 2300 femmes. 2300 femmes engagées et déterminées. 2300 femmes de plus de 64 ans qui composent l'association Les Aînés pour la protection du climat, ou Climat Seniorinnen en suisse allemand. Une association suisse qui a mené une action judiciaire contre son État. Ce sont ces 2300 femmes que j'ai rencontrées en Suisse au travers du témoignage d'Anne Marer, Gisèle Salin et Anne-Catherine Ménétré-Savary. Ces trois femmes aussi impressionnantes par leur parcours qu'accessibles par leur ouverture d'esprit m'ont fait l'honneur d'une discussion d'1 heure sur leur association et leur vision de l'engagement féminin et senior. C'est dans un contexte d'émeutes françaises suite à la mort de Naël, de canicule estivale et de campagne électorale suisse qu'Anne, Gisèle et Anne-Catherine ont su me faire croire en l'action collective et la force du groupe. Connues et soutenues par la population, ces femmes ont réussi après des rejets de la part des tribunaux suisses à emmener l'État devant la Cour européenne des droits de l'homme le 29 mars dernier. Depuis la création de l'association en 2016, elle mobilise des forces vives, des avocats, des climatologues, des enseignants-chercheurs, ou encore et surtout Greenpeace, qui est un réel appui dans leur démarche. Leur action pour le climat est plus qu'inspirante, elle est impactante. Pourtant, malgré l'intérêt de la société civile et l'invitation à prendre position pour la Suisse de la part de la Cour, l'État suisse freine des cas de fer et ne semble pas changer de position. Seulement, depuis le 29 mars, l'avenir est entre les mains de la Cour européenne des droits de l'homme, qui devrait rendre un avis en automne. Après cette longue bataille juridique, il était temps pour les aînés de prendre du recul, et c'est ce que nous vous proposons au micro d'Européenne. Bonne écoute. Bonjour, je suis Estelle, et vous écoutez Européenne, le podcast qui parle de femmes d'Europe. Anne Marer, Gisèle Salin et Anne-Catherine Ménétré-Savary, bonjour et merci de me recevoir à Vevey en Suisse romande. L'épisode d'aujourd'hui est particulier car il interroge toutes les trois autour de l'association Les Aînés pour la protection du climat suisse. Et le thème est le climat, l'affaire de toutes. Anne, vous êtes née à Genève en 1948 et vous vous engagez dès vos 36 ans en tant que conseillère communale dans un village proche de Genève. C'est alors le début de votre carrière politique qui vous mènera jusqu'à la présidence des Verts Genevois en 2008, puis au mandat de conseillère nationale jusqu'en 2015. Vous passez alors de la vie politique à la vie associative pour cofonder les Aînés pour la protection du climat. En quelques mots, comment définiriez-vous votre engagement au sein de l'association ? C'est un engagement pionnier puisque des femmes âgées en Suisse mènent pour la première fois une affaire judiciaire contre la Confédération, qui était effectivement une première en Suisse. Donc nous sommes très fiers d'être des pionnières. Et vous pouvez. Gisèle, vous êtes née à Fribourg et vous avez passé toute votre vie dans ce canton à travailler au rayonnement du théâtre. Vous ouvrez donc en 1978 le Théâtre des Os, qui s'ouvre sur la pièce au ton féministe Les Femmes savantes de Molière. Une fois retraitée du théâtre, vous entendez parler de l'initiative des Aînés pour la protection du climat et vous vous engagez de suite. C'est quoi pour vous les Aînés pour la protection du climat ? Pour moi, c'était la notion de l'action et de l'utilité. Parce que j'ai été informée de cette association en étant dans un train, j'ai lu un article et là je me suis dit, ça sert à quelque chose d'être une vieille dame. Parce que mon statut de retraitée indiquait implicitement qu'à partir de ce moment-là, je pouvais être, disons, jetable. Et donc, mon statut de vieille personne me donnait le droit de porter plainte auprès de la Confédération. Alors, l'idée de mener une action qui soit utile, parce qu'évidemment, c'est clair qu'on ne faisait pas ça pour nous, et que notre combat, évidemment, aura des retombées sur les gens qui vont nous succéder. Vous avez totalement raison et vous êtes très utiles, toutes les trois. Anne-Catherine, vous êtes née en 1938 dans le canton de Vaud. D'une formation de lettres et de psychologie, vous vous engagez en politique via le Parti ouvrier populaire. Consciente des enjeux climatiques très tôt,
Vous fondez en 1980 l'un des premiers partis vaudois écologistes. Vous n'avez jamais vraiment quitté votre métier d'écrivaine, puisqu'il y a 2 semaines, on pouvait lire un de vos articles dans le média Le Courrier, dans lequel vous faites l'apologie de l'écoféminisme. Que représentent les aînés pour la protection du climat pour vous ? Alors, en ce qui me concerne, j'ai toujours considéré que l'engagement politique devait être doublé par un engagement militant. Et quand s'est créée l'association des aînés pour la protection du climat, c'était une dimension de plus, c'était de faire appel à la justice. Et ça m'a beaucoup intéressé comme nouveau moyen, au point d'ailleurs que j'ai continué à faire des enquêtes sur la judiciarisation de la politique pour voir dans quelle mesure cette approche peut être efficace, plus efficace que le parlementarisme ou la politique institutionnelle, même peut-être plus efficace que le militantisme. C'est très bien résumé et d'ailleurs, il faut bien comprendre que les aînés pour la protection du climat est une action juridique qui s'inscrit dans le judiciaire. Anne, vous êtes la coprésidente. Est-ce que vous pouvez présenter l'association aux auditeurs et auditrices ? Oui, volontiers. Notre association a été créée en 2016 et toute la réflexion a été faite par notre équipe juridique de savoir comment en Suisse entrer dans l'action judiciaire, ce qui est de loin pas facile, il n'y a pas de class action possible et il fallait être particulièrement vulnérable ou atteint soi-même pour pouvoir mener une action judiciaire. Et donc, en discutant avec les avocats et avocates, il a été clairement vu que pour mener une action judiciaire qui mettait d'ailleurs notre santé, notre droit à la vie, droit à la santé en question à cause du climat et du réchauffement climatique et des grandes canicules, tous les rapports depuis 2003 montraient que les personnes âgées, bien sûr, sont très touchées, mais que les femmes en particulier étaient vulnérables pour des questions cardiovasculaires, des questions respiratoires, et que tous les décès depuis la grande canicule de 2003 montraient aussi clairement que les femmes étaient beaucoup plus impactées au niveau des décès. D'où l'idée de créer l'association, ce que nous avons fait, et ce qui nous a permis de mener l'action judiciaire et de déposer notre requête auprès du gouvernement suisse. D'accord. Alors, il me semble que vous avez déposé tout d'abord une requête auprès du département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication, qui a été rejetée. Ensuite, vous avez fait un recours auprès du tribunal administratif à Saint-Gall, puis du tribunal fédéral de Lausanne, qui a été rejeté aussi. Est-ce que vous vous sentez un petit peu invisibilisé par la justice de votre pays ? Alors, invisibiliser, les femmes l'ont été pendant des millénaires, donc on a un peu l'impression que peut-être ça continue malgré nos grands âges, mais je pense que d'autres, comme les jeunes activistes qui ont aussi eu affaire à la justice, ils ont été peut-être plus visibles pour une autre raison, mais voilà. Invisibiliser, non. Je pense qu'on a surtout constaté que au niveau des tribunaux suisses, il n'y avait pas de juges courageux. Contrairement à ce qu'on avait pu constater ailleurs en Europe, par exemple aux Pays-Bas avec l'affaire Urgenda, où là les juges ont été très courageux dès la première instance et que les citoyens et citoyennes qui menaient l'action judiciaire ont gagné partout. Même chose en Irlande, même chose en Angleterre pour les histoires de l'aéroport, en Autriche aussi. Enfin, il y a énormément de pays en Europe qui ont jusqu'à leur Cour suprême gagné. Et nous, en Suisse, nous n'avons pas trouvé de juge courageux. Moi, de mon côté, je l'ai ressenti vraiment très fort, cette non-écoute de l'ensemble de nos tribunaux. Et ça m'a vraiment amené à une question entre moi et moi sur le fait d'être entendu ou de ne pas être entendu. Nous avons une question qui concerne notre société et notre propre pays dit « Votre question est sans importance et ne nous intéresse pas ». Et j'ai repensé à toutes les questions dans le monde qui sont très importantes, auxquelles on ne répond pas, mais qui n'ont peut-être pas la chance d'être posées. Ce que nous avons eu, puisque nous avons la possibilité de poser notre question à la Cour européenne des droits de l'homme. Sur le plan judiciaire, je voudrais juste ajouter peut-être
un commentaire sur la Suisse, qui a une situation un peu spéciale dans le sens qu'elle n'a pas de tribunal constitutionnel, de cour constitutionnelle. Ça veut dire que cet examen de la conformité d'une politique avec la Constitution ne peut pas être fait en Suisse. C'est pourquoi nous devons automatiquement viser sur la Cour européenne. Ça change un petit peu la donne parce que dans d'autres pays, c'est la Cour constitutionnelle qui s'est prononcée. Tout à fait. Et par rapport à cette idée de constitutionnalité qui n'existe peut-être pas en Suisse, comment vous avez envisagé du coup la procédure? Sur quelle base vous êtes figé? Comment les avocates de votre groupe ont travaillé pour que vous soyez entendus juridiquement? Je pense que l'optique et la vision à long terme de la Cour européenne des droits de l'homme était déjà présente dans la tête notamment de Ursula Brunner, l'avocate qui a été un des piliers de la requête, sachant qu'au niveau suisse, ça serait très difficile. Et donc, on n'est pas dans le droit pénal, on est entré via le droit civil, bien sûr. Et donc, il y a un article très clair qui est au début de notre requête et qui montre effectivement qu'on demande à la Confédération qu'elle cesse ses omissions par rapport au climat. Tout a été extrêmement bien argumenté sur cette base, sur les articles de la Convention européenne des droits de l'homme. Il y a plusieurs articles qui sont évoqués, et les plus importants qui sont l'article 2 et 8, droit à la vie, droit à la santé, droit à une vie familiale et privée, et puis aussi à notre constitution suisse, où on retrouve tous ces paramètres, avec quand même l'idée d'aller jusqu'à la Cour. Et d'ailleurs, un de nos avocats a parlé aussi de la prise de risque que ça représentait pour les avocats qui nous ont défendus de s'engager dans une démarche judiciaire de la sorte. Parce que c'est un sujet qui est complètement nouveau, c'est un sujet qui intéresse l'Europe et qui intéresse la Cour européenne des droits de l'homme. Parce que juridiquement, c'est une matière nouvelle. Donc, notre requête représentait un cas de figure, comme d'autres cas de figure en Europe. Et donc, c'était aussi l'occasion de participer à un mouvement dans la recherche judiciaire. Encore une remarque à propos du judiciaire. Le fait que, au fond, cette cause ne puisse être présentée que sur le plan européen de la Cour européenne présente aussi un risque pour un certain nombre de Suisses, c'est les juges étrangers. Et ça veut dire que la décision de cette Cour peut être considérée comme non valable ou non pertinente, étant donné que ça n'est pas une juridiction suisse. Bien que, au sein des 17 juges, nous avons Monsieur Zund, qui est un juge suisse. Nous sommes dans le Conseil de l'Europe et que la Cour répond aux pays qui font partie du Conseil de l'Europe. Donc, effectivement, les fameux juges étrangers dans nos casques à boulons, là, les UDC, reviennent régulièrement quand il s'agit de mettre en œuvre un certain nombre de décisions. Ils sont pas si étrangers que ça. Pour rappel aussi, la Suisse a ratifié la Convention européenne des droits de l'homme. Donc, et il y a longtemps. Justement, alors vous avez attendu quasiment 3 ans avant d'être auditionné à Strasbourg, donc le 29 mars dernier. Là-bas, vous avez fait un recours contre la Suisse pour atteinte au droit de la santé et à la vie, au droit à une procédure équitable devant un tribunal et au droit à un recours effectif devant une instance nationale. C'est une procédure qui a été lourde, qui demande beaucoup d'engagement, et pourtant les photos de l'événement, elles m'ont beaucoup percutée. J'ai vu beaucoup de joie, j'ai vu beaucoup de détermination, j'ai vu beaucoup d'espoir sur vos visages de femmes âgées. Et moi j'ai une question, comment c'est avoir de l'espoir quand on est une femme suisse de plus de 64 ans? Personnellement, je n'ai aucun espoir sur l'avenir du monde, sur l'avenir de la planète. Par contre, je crois au combat. L'espoir pour moi n'est pas utile. Mais à un moment donné, si j'ai une conviction intérieure qu'une cause est bonne, ça me fait du bien, ça me donne le moral de me battre pour cette cause. Et comme je vous le disais, évidemment, cette cause, elle n'est pas pour nous, puisque nous avons passé 70 ans
Elle est évidemment pour nos enfants, nos petits-enfants, et aussi pour les animaux, l'avenir de la planète, la biodiversité, etc. J'ai lu quelque part que l'espoir vient de l'incertitude. Supporter l'incertitude, c'est justement un moyen, un moteur pour se battre, pour combattre, pour s'engager. Donc là, c'est une forme d'engagement qui est extrêmement cher payé en termes de travail, d'effort et de temps. Mais tant que ce combat peut se faire, l'incertitude demeure. Est-ce que nous y arriverons ou pas? Et c'est ainsi qu'on peut se dire, oui, nous essayons au moins d'y arriver. Oui, c'est vrai. C'est tout à fait ça. C'est que l'action, le fait d'être en action, moi en tout cas, me permet d'avancer au quotidien et de savoir pourquoi je me lève. Et puis, il y a aussi tout notre engagement, mon engagement aussi depuis des décennies pour l'environnement, pour l'écologie, et de me dire que là, je m'arrête, je ne fais plus rien, c'est pas possible. L'urgence est telle, c'est pas possible. Et le fait d'agir et d'être en action, ça maintient beaucoup de choses. Et ça maintient le fait de ne pas désespérer, je dirais. Je dirais peut-être aussi que notre statut d'aîné est un peu aussi provocante et doit peut-être déranger en haut lieu. Qu'est-ce qu'elles veulent? Pourquoi elles viennent nous déranger? Ils ne peuvent pas ne pas nous respecter, vu notre âge respectable, mais en même temps, il y a quelque chose de un peu grinçant, acide. Oui. J'ai tout à fait. En fait, j'ai lu justement par rapport à ce groupe de femmes âgées. C'est pas des choses qu'on a l'habitude de voir, de lire et même d'entendre surtout. Marie Charelle, dans son ouvrage Qui a peur des vieilles, explique que les femmes âgées sont invisibilisées. On appelle ça l'agisme, donc c'est tout ce qui est lié aux discriminations d'âge. Ça peut concerner les jeunes, mais aussi les plus vieux. Vous avez réussi à prendre la parole, vous avez réussi à prendre de la place, et aujourd'hui, on sait qui vous êtes en Suisse. Est-ce que vous pensez que cette insolence à l'égard des injonctions que l'on fait aux femmes âgées est un élément fondateur du combat? Je dirais que l'insolence, pour moi, elle vient du fait que notre question est une question utile et généreuse. C'est une question de société et on met le doigt vraiment sur le fait que notre pays, comme tous les autres pays, doit prendre des décisions pour sauver cette planète. Moi, je constate aussi que l'agisme a cet effet que on est souvent accusé, en particulier par les jeunes, d'être soit des inutiles, soit faire partie de toutes ceux et celles qui ont fichu en l'air la planète. Et on nous le reproche beaucoup. C'est aussi une forme d'agressivité dans le discours qui veut que, voilà, c'est votre faute et nous, on en est là. Donc, ça pourrait vouloir dire « taisez-vous ». C'est nous maintenant qui menons ce combat. Mais justement, je pense qu'il y a un rapprochement à faire avec les mouvements des jeunes. On en a beaucoup parlé. Quelle est la stratégie la meilleure? Est-ce qu'il faut choisir l'action judiciaire? Est-ce qu'il faut choisir la désobéissance civile? Et quand il y a un rapprochement possible entre ces différents acteurs, parce que maintenant ces acteurs sont multiples dans la société, je pense que là, on peut aussi arriver peut-être à un résultat et briser cette rupture des âges. Justement, vous me disiez, donc avant qu'on enregistre, que vous alliez rejoindre les jeunes Portugais. Est-ce que vous voulez dire un mot sur cette rencontre? Ce sont 6 jeunes Portugais, dont plusieurs frères et sœurs. Au moment où ils ont lancé leur requête, la plus jeune avait 8 ans. Elle nous a d'ailleurs envoyé un merveilleux dessin qui est toujours sur notre site, vous l'avez peut-être vu. La petite fille qui tient la main de la grand-maman avec la planète. Oui, et ces 6 jeunes Portugais, ce qui est tout à fait incroyable, c'est que ils sont soutenus par une équipe, qui est l'équipe de Glan, une équipe d'avocats et avocates, ont été directement à la course. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas commencé comme nous, et comme en général on commence, c'est-à-dire au niveau national, dans son pays, on mène une requête, et puis ça passe pas, et on va de plus en plus loin, et ensuite on va à la cour. Et là, ils attaquent 33 pays européens, dont la Suisse, donc elle va s'y retrouver une deuxième fois. Et ça a été
accepté de la même manière par la Cour en disant oui, votre requête est prioritaire et oui, nous transférons votre requête à la grande chambre de la Cour face à 17 juges et c'est en audience publique que votre affaire sera traitée, exactement comme nous. Donc on est en lien avec leurs avocats et avocates depuis le début et donc on va être quelques-unes à aller à l'audience publique et à les retrouver à Strasbourg. Une audience publique qui se tient donc à Strasbourg le 27 septembre prochain. Très bien. Si certains de nos auditeurs sont à Strasbourg le 27 septembre prochain, c'est public, donc il ne faut pas hésiter à y aller. Oui, mais il faut s'inscrire sur le site de la Cour. Je peux vous dire déjà que la salle d'audience est pleine et que nous avons pu obtenir quelques places dans la salle pour les médias, où là, il y a un grand écran où évidemment tout est retransmis en direct. Et ensuite, dire à toutes celles et ceux qui s'intéressent à ce qui se passe à la Cour, toutes ces audiences sont enregistrées en vidéo et que par exemple, si ça se passe le matin, dès l'après-midi, la vidéo est à disposition sur le site de la Cour et vous pouvez reprendre toute l'audience, ce qui est très intéressant. D'accord. Et est-ce que vous pensez qu'il y aura justement des manifestations devant la Cour européenne des droits de l'homme? Je ne sais pas, c'est possible. Alors, manifester devant la Cour, c'est pas possible, mais on peut, comme vous avez vu nos images, être là, accueillir, avoir des banderoles pour soutenir. Manifester vraiment, non, mais je pense qu'il y aura du monde, oui, je pense. Je pense, parce que c'est de nouveau une affaire qui retient l'attention. Oui, et vous retenez l'attention d'ailleurs de nombreuses parties prenantes, puisque au cours de la procédure, il faut savoir que la Cour européenne des droits de l'homme permet dans leur procédure d'avoir des tiers intervenants. Pour ceux qui nous écoutent, il y a eu quand même 23 tiers intervenants en votre faveur qui ont déposé donc leur avis sur la question. Est-ce que vous avez senti cet élan et ce soutien vraiment au plus profond de votre groupe? Est-ce que ça vous a aidé à aller sereinement à l'audience? Clairement, c'est énorme de recevoir. Donc, ce sont des entités ou des personnes qui ne sont pas parties prenantes et qui ont essentiellement répondu suite à la réponse de la Suisse, puisque la Suisse a dû répondre à la Cour sur tous les articles importants. Et cette réponse a été transmise à la Cour en été 21. C'est 50 pages. J'ai envie de dire de très mauvaise foi, mais enfin bon, chacun son... Et sur la base de ces réponses à la Suisse, les tiers intervenants, beaucoup et nombreux sont ceux qui ont repris ces réponses et ont donné leur analyse et évidemment amènent de l'eau au moulin à la Cour dans notre sens. Et c'est évidemment très intéressant. Et puis maintenant, il y a eu aussi des tiers intervenants venant des gouvernements, puisque face aux Portugais, aux 6 jeunes Portugais, il y a 33 pays qui sont concernés. Oui, dès qu'on a su qu'il y avait tous ces tiers intervenants, évidemment, ça nous a redonné peut-être un peu d'espoir. Et c'est le fait qu'il y avait un endroit où notre question était importante. Justement, par rapport à cet endroit, donc qui est la Cour européenne des droits de l'homme, vous avez relevé donc des initiatives citoyennes qui étaient semblables à la vôtre, qui ont pu se faire entendre dans leur pays, comme vous l'avez dit, qui ont eu état de cause au sein même de leur juridiction. Pourtant, parfois, il semblerait qu'il faille emmener le combat un peu plus loin et auprès d'institutions internationales. Est-ce que vous pensez que le droit européen est un bon vecteur judiciaire en termes de politique climatique? Moi, je suis pas une spécialiste du droit, d'abord, mais je pense surtout que le droit, alors qu'il soit européen ou national, doit évoluer. Et donc, on a croisé beaucoup de jeunes étudiants, étudiantes, parce qu'on a été invités dans les unis à plein d'endroits pour présenter notre affaire judiciaire dans le cadre de débats. Et alors à toutes et à tous, je leur ai dit merci de faire du droit et merci de faire évoluer le droit. Le droit doit changer. Et ça, c'était aussi dans la tête et dans l'idée de Ursula Brunner qui travaillait. Je pense que là, il y a des caps à franchir qui permettront effectivement, au niveau de l'environnement et de la biodiversité, de faire évoluer les choses. Oui, je pense que aussi le fait qu'il y ait plusieurs interventions judiciaires, que ce soit auprès
de la Cour européenne ou des juridictions nationales montre qu'il y a une interprétation du droit qui est en marche, qui doit se faire. Je prends juste un exemple très concret. C'est que la Suisse, mais pas elle seulement, aussi d'autres pays, ont souvent argumenté sur le fait que la question climatique n'est pas une question nationale, c'est une question mondiale. Et que par conséquent, la Suisse alors a beaucoup joué et joue encore beaucoup sur cet argument-là en disant mais nous c'est rien notre contribution, enfin pas notre contribution, c'est plutôt notre faute par rapport à l'évolution du climat. Et sauf erreur, c'est aux Pays-Bas ou en France, avec l'affaire du siècle, là je suis pas tout à fait sûre, que le tribunal a dit cet argument n'est pas valable, vous devez réduire vos émissions sur le plan national. En Suisse, ça déborde aussi sur la question des émissions grises, comme on dit, c'est-à-dire résultant de l'importation ou des financements par la banque. Donc ça, c'est des jugements qui peuvent s'appuyer les uns sur les autres et peuvent, on espère, faire avancer cette cause. C'est dans ce sens-là que ça m'intéresse d'enquêter sur la judiciarisation de la politique, parce que je pense qu'on pourrait arriver à une espèce de collaboration, c'est trop dire, mais en tout cas d'un appui venant de la justice en faveur de l'état de droit et la préservation, le respect des droits humains. Je pense effectivement que, comme vous l'avez si bien dit, c'est une question alors internationale. Pour le coup, on parle de réchauffement climatique global. Aujourd'hui, les politiques globales sont très peu nombreuses. On a l'accord de Paris qui a fait énormément de bruit et qui a été énormément signé, mais qui aujourd'hui n'est pas respecté pour un sou. Pourtant, on voit des initiatives nationales qui tentent d'initier certaines politiques. Qu'est-ce que vous pensez de la loi climat qui a été votée en majorité le 10 juin dernier et qui propose justement d'être indépendant énergétiquement? Déjà, ce qu'on en pense, c'est le soulagement. Ce qu'on en ressent, c'est le soulagement. Après, tout le travail reste à faire. Mais effectivement, si elle avait été refusée une deuxième fois, puisqu'il y a déjà eu un vote, ça aurait été une catastrophe et on devait tout reprendre à zéro. Oui, c'est une étape très très importante qu'il fallait absolument franchir. Elle est évidemment pas suffisante et puis on voit déjà que notre ministre en charge de l'environnement traîne les pieds, puisqu'on en discutait tout à l'heure pour mettre en œuvre la loi. Il parle de début 2025, où là il y a justement des contributions, des encouragements à ce que tout un chacun change les choses au niveau aussi des entreprises. Donc voilà, alors bien sûr, on a aussi entendu, alors je ne sais combien de fois, la Suisse, tout petit pays, mais tout petit pays, gros impact carbone, riche, industrialisé depuis si longtemps, elle devrait être exemplaire. Elle ne l'est pas. Elle est extrêmement impactée par le changement climatique. Pas besoin de parler de nos glaciers, de la biodiversité. Donc, si tous les pays, c'était en France effectivement, Anne-Catherine, tu as raison, récemment aussi, où il y avait cet argument, oh non mais la France, elle émet pour 0, etc. Non mais si tous les pays riches, industrialisés font ce même raisonnement, alors les pays du Sud qui le payent maintenant au prix fort déjà, vont le payer d'une manière absolument insupportable. Donc non, il y a... La Suisse devrait être exemplaire. Voilà, et cesser d'investir 8 ou 9 milliards par an dans les énergies fossiles via nos chères banques, nos multinationales, etc. Plus toutes les importations, effectivement. Si tout le monde vit comme nous, on est à 3 degrés d'ici 2050. Ce qui était intéressant avec le deuxième vote qui a passé, c'est qu'il y a eu un retournement très important des entreprises. Notamment en Suisse romande, il y a eu ce qu'on appelle ici les chambres du commerce qui se sont retournées en faveur de la loi pour le climat pour la simple et bonne raison que les normes européennes, les normes en vigueur, les matériaux qu'ils sont obligés d'acheter pour pouvoir développer leur entreprise ne correspondaient plus à une absence de loi. Il fallait une loi pour ça, pour pouvoir développer leur entreprise. Et ça a été un bon coup d'épaule, je pense. Vous disiez, si la Suisse ne fait pas l'effort, il faudrait, on pourrait monter à 3 degrés.
il me semble que cette année, le jour du dépassement suisse est le 13 mai. Donc, il supposerait qu'il faille 2,8 terres pour vivre au rythme des Suisses. Est-ce que vous avez, vous, par exemple, dans votre quotidien, des choses sur lesquelles vous avez pu travailler, changer, et qui peuvent être des conseils pour les gens qui nous écoutent? L'histoire des limites planétaires, effectivement, et notre consommation des ressources, et de comment on consomme. Alors, chacun et chacune doit faire sa part, mais je pense que le politique doit faire la sienne, et on sait que le courage politique, en tout cas nous qui connaissons le Parlement, le courage politique est à géométrie variable, et puis que les grandes entreprises, si certaines commencent effectivement à prendre conscience de l'importance, mais nos multinationales, alors là je pense qu'on en est loin, voilà, tout le monde doit faire sa part pour que ça change réellement. Oui, je ne mettais pas les multinationales dans le retournement des entreprises, mais vraiment ce tissu de PME qui est le tissu économique le plus important d'un pays. Mais en ce qui concerne les multinationales, justement, maintenant il y a aussi beaucoup d'interventions, d'actions en justice contre des multinationales suisses. Et ça donne justement un nouvel élan à cette remise en question. Malheureusement, la Suisse n'a pas accepté l'initiative pour des multinationales responsables, et ce qui suit maintenant de contre-projets, est tout à fait insuffisant. Mais là, de nouveau, il y a un mouvement, je pense que Holcim est visé par plusieurs plaintes, et d'autres aussi sur ce plan. Mais je voudrais encore ajouter un élément qui, pour moi, est extrêmement important, c'est cette conception globale des problèmes qui est extrêmement importante parce que, comme Anne le disait, le climat, ça va avec la biodiversité, mais ça va aussi avec la migration. Et là, vraiment, c'est vrai que cet écart entre le sud et le nord, cette catastrophique actualité des pays du Sud provoque aussi des migrations, souvent pas jusqu'en Europe. D'ailleurs, parfois l'Europe, ça s'arrête au milieu de la Méditerranée. Mais effectivement, c'est douloureux pour les Suisses de constater cette prochaine campagne électorale fédérale pour le mois d'octobre avec un accent très fort mis sur la migration et l'interdiction, la restriction très stricte de la migration. Voilà, si on peut garder cette perspective globale que tous ces problèmes sont interconnectés, ce serait très important. Tout à fait. Alors, quand je faisais mes études en 2019, on a eu un chiffre à l'école qui était de 250 000 migrants climatiques, rien que climatiques, en 2019. Je n'ose même pas imaginer le chiffre en 2023, et ça ne saurait qu'augmenter puisque les rapports du GIEC prévoient les catastrophes naturelles, les sécheresses, le manque d'eau, de nourriture, etc., surtout sur la zone équatoriale, qui est déjà très touchée par la migration. Est-ce que vous pensez justement que des mouvements comme le vôtre, qui sont interdépendants, qui essayent d'être intergénérationnels, qui questionnent justement la société civile, mais aussi, vous avez dit, les climatologues, les enseignants-chercheurs, un petit peu toute cette société qui est face au mur, est-ce que vous pensez que votre mouvement peut éveiller un petit peu les consciences sur l'intersectionnalité des choses? Moi, je dirais que la réponse, je ne la connais pas, mais que dans un combat, il ne faut rien négliger. Et que toute petite action peut tout à coup rejoindre une autre action et l'entraîner, et l'aider pour tenter de réussir un renversement avant qu'il ne soit trop tard. Un renversement des comportements, de notre façon de vivre. Et je vous trouve très humble parce que justement derrière cette question, c'est de dire c'est très surprenant de voir des femmes suisses de plus de 64 ans s'engager pour le climat. Et on a pu en discuter un petit peu avant d'enregistrer. C'est des mouvements qu'on n'a pas l'habitude de voir, qui peuvent être, comme vous l'avez dit, tus, voire invisibilisés ou en tout cas méprisés. Et moi, je trouve qu'il y a une certaine force et une certaine théorie qui dit on est tous concernés. Et vous l'êtes en fait encore plus que les autres. Peut-être qu'on a tendance à l'oublier. Est-ce que vous le dites en interne, quand vous faites des réunions, etc. Est-ce que vous vous dites nous sommes les plus concernés et on a envie que tout le monde l'entende? Moi, je dirais pas, certainement, les aînés pour la protection du climat ne poursuivent pas un but égoïste. Elles ne se battent pas pour elles-mêmes, mais
il était absolument indispensable de mettre en avant une analyse des forces en présence et surtout d'avoir un motif personnel, ce qui est le seul moyen d'être pris en compte par la justice. Mais si cet élément-là était indispensable et a joué un rôle extrêmement important, documenté d'ailleurs par un certain nombre de décès, enfin voilà, toutes les catastrophes qui nous visent, nous les vieilles, ça reste absolument indispensable que nous soyons rejoints par d'autres groupes et que là, de nouveau, il y ait une conjonction des différents mouvements qui se fassent. Je crois que notre action repose aussi sur le fait que, en tant que vieilles dames, nous avions le privilège de déposer plainte contre la Confédération puisque nous représentons un groupe à risque. Parce qu'on ne peut pas déposer plainte contre la Confédération dans n'importe quelle condition. Donc le fait de nous rassembler et de définir les causes de notre situation liées à notre âge nous a donné un potentiel, un pouvoir d'agir. Reconnu par les médecins, non seulement tous les rapports de l'OMS et les rapports depuis 2003, mais aussi par rapport à nos requérantes dites individuelles. Nous sommes toutes requérantes, les 2400 membres sont requérantes, mais on avait aussi 4 personnes appelées requérantes individuelles dont les médecins, cardiologues, spécialistes avaient transmis les rapports médicaux en disant effectivement ma patiente pendant les canicules elle ne doit pas sortir, elle a un problème cardiaque majeur, elle risque pour sa santé. Et il y en a une notamment à Genève que je connais bien et avec laquelle je suis en lien, et dès qu'il fait trop chaud, c'est le confinement climatique. Donc le confinement elle connaît par cœur et depuis longtemps, et ça la met très en colère. Juste encore, peut-être un peu pour rigoler, l'idée que nous sommes un groupe à risque a été fortement mise en avant pendant la pandémie de Covid-19. Donc nous avons reçu cette identité, même j'ai entendu une fois à la télévision quelqu'un parler de nous comme des individus à risque. Et ça, maintenant, c'est un juste retour qu'on nous reconnaisse qu'effectivement nous sommes peut-être à risque et que nous nous battons pour diminuer les risques. Là est le paradoxe, c'est-à-dire que c'est la Confédération elle-même qui nous a dit « Vous êtes particulièrement vulnérables ». Moi, j'ai fait ça une fois dans un article, je crois, j'ai écrit ça. « Vous êtes particulièrement vulnérables et on doit particulièrement prendre soin de vous et être très attentifs à ce que vous ne soyez pas malades et vous vacciner ». Mais quand on dit que nous sommes particulièrement vulnérables par rapport aux grandes canicules, là, quand on voit la réponse de la Confédération, même du tribunal fédéral, la réponse du tribunal fédéral, rien que dans son communiqué de presse, c'est du mépris, là. Là, c'est du mépris. Hein? D'abord, vous n'êtes pas assez touchés. Et puis, c'est une histoire moyen-long terme. Et puis, enfin, de toute façon, vous serez morte et bon débarras. Moi, j'ai lu votre communiqué de presse, du coup, au sujet de cette réponse. C'est très clair et justement, c'est expliqué. Alors, peut-être pas avec ces mots-là, mais en tout cas, c'est ce qu'on entend. Mais quand on le lit, c'est assez clair et on se dit, c'est très culotté de la part justement d'un État et de l'Office justement fédéral judiciaire de donner une réponse comme ça à un groupe particulièrement touché par le changement climatique. Et voilà, et moi je trouve ça très bien de lier ça justement à Marie Charelle qui dit qui a peur des vieilles, puisque dans ses enquêtes, elle interroge des personnes, des femmes âgées qui sont du coup visées justement comme des personnes sensibles, auxquelles il faut faire très attention, etc. Et en même temps, dans les témoignages qu'elle trouve, elles disent que les femmes ont retrouvé une puissance avec l'âge, une nouvelle forme de puissance en tout cas. Est-ce que vous le ressentez en communauté, dans votre groupe, cette puissance de l'âge ? On peut dire qu'on l'a ressenti en se mettant tout ensemble pour arriver là où nous sommes arrivés. Oui, parce qu'il y a eu des engagements très forts, que ce soit au niveau du comité ou que ce soit au niveau de plein de membres qui, chacune dans leur canton, ont mené toutes sortes et ont répondu à toutes sortes de sollicitations. Oui, ça, on peut le dire. Ça nous a donné, enfin en tout cas pour moi, la sensation, pas la sensation, mais la certitude qu'on a des droits, puisqu'on vit dans une démocratie, dans un état de droit, jusqu'à la fin de nos jours. Et que c'était le droit de nous battre, et qu'on peut se battre même si on est âgé. Droit que le tribunal fédéral, censé
vérifier en Suisse quand même que les droits fondamentaux sont respectés. Ne l'a pas fait. Elle ne l'a pas reconnu. Je mettrai un bémol quand même. Bon, je suis pas très très active au sein de l'association. Je suis un petit peu un électron libre qui prend tout ce qu'elle peut prendre de cette affaire. Mais disons globalement, moi je vis encore beaucoup ce sentiment de mise à l'écart, d'invisibilité, de non-pertinence, de comment est-ce qu'il faut dire, de quelque chose de secondaire ou d'anecdotique. Pas seulement pour le climat, mais j'entends d'une manière générale. Ça m'étonne beaucoup moi-même parce que, voilà, je me suis battue pour les droits des femmes depuis des années. Et en fait, c'est maintenant que je remarque encore cette invisibilité, cette non prise en considération à laquelle on est confronté. Je rejoins tout à fait Anne-Catherine et l'autre jour en plus j'ai entendu une remarque, oui, puis en plus les vieux vous coûtez cher à la société, les coûts de la santé c'est de votre faute. Vraiment un agisme de toute façon sur ces questions. Et vous avez totalement raison, du coup, de pointer le doigt. Et comme vous l'avez dit, de justement mettre le doigt là où ça fait mal. Et le fait que ça soit votre groupe de femmes âgées qui le fasse, je trouve ça très, très culotté et c'est très bien. Justement, vous avez participé à beaucoup de mouvements de libération, donc libération de la femme, libération autour des questions culturelles et sociales au vu de vos engagements politiques. Est-ce qu'aujourd'hui, on doit se libérer de quelque chose, donc en rapport au climat, en rapport à toutes ces questions judiciaires. Est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose, ou encore des libertés sont tronquées, ou est-ce qu'on a besoin d'aller chercher, de se libérer de quelque chose ou d'aller en chercher davantage? Moi, j'ai un doute là-dessus. Je pense que le féminisme, enfin, la situation des femmes, on assiste à une sorte de rupture. Malheureusement, ça s'est manifesté le 14 juin au moment de la grève féministe, où des femmes bourgeoises ont refusé de participer. Et ça, à mon avis, c'est un très mauvais signe. Et effectivement, là, moi, j'aurais peur qu'il y ait encore des fossés entre et qui se renforcent pas seulement entre les femmes, mais aussi entre les tendances politiques d'aujourd'hui. C'est vrai qu'on avait eu un espoir en 2019. En tout cas, moi, je me souviens à Genève, j'étais tout étonnée et réjouie de voir que même notre conseillère d'État actuelle, Madame Fontanet, elle avait fait un discours absolument magnifique. Elle avait pris la parole et en plus, elle sait pertinemment de quoi il s'agit puisqu'elle a repris des études très tardivement après avoir eu 3 enfants. Elle n'avait pas fait d'études, elle a eu des enfants très jeunes, elle a divorcé. Et tout ça, elle l'a dit dans un discours magnifique en 2019 dans le Parc des Bastions, c'était superbe. Et puis là, effectivement, on a le sentiment que il y avait plus personne si les femmes font pas vraiment encore et tirent à la même corde, on repart dans des clivages qui sont absurdes évidemment et qui ne font pas avancer les choses. Pour moi, j'ai pas d'autre cause prioritaire que celle du climat, parce que la vie sur Terre dépend de cette question. Alors, évidemment, sans l'action climatique des gouvernements, des politiques, à nous seuls, petits citoyens entre guillemets, c'est compliqué. On n'est pas, il y a des questions économiques, sociales aussi qui se greffent à tout ça. Pourtant, j'ai beaucoup aimé. J'ai retenu une citation du coup de votre dernier article dans le Courrier. Vous dites « Ce qu'obtiendront à terme les féministes en se battant contre le système économique et patriarcal aura des répercussions sur la préservation du climat et les conditions de vie sur Terre. » Qu'est-ce que vous entendez par là et comment vous pourriez un petit peu expliquer aux auditeurs cette pensée écoféministe? Expliquer aux lecteurs. Je ne sais pas comment les lecteurs ont lu cette chronique, mais pour moi, c'est évidemment, si on arrivait à faire naître et se développer cette conscience que justement tout est lié et que le climat est en relation avec la biodiversité, mais aussi avec la manière dont on traite le vivant, si on arrivait à ça, ce serait formidable et je pense que les femmes peuvent être un moteur dans ce sens-là en favorisant cette prise de conscience d'une globalité. C'est-à-dire qu'on fait partie de la nature, qu'on n'est pas au-dessus de la nature et qu'on peut la consommer. Tout à fait.
ce que le patriarcat, puis le capitalisme en tout cas, a fait croire aux gens. Et donc Françoise Daubonne, qui est l'une des pionnières en termes d'écoféministes et qui est absolument incroyable. J'ai lu du coup Élise Thiebaud qui fait un super biopic sur cette femme. Elle est la première à théoriser ça et elle l'explique très bien, c'est très clair puisqu'elle dit que le système patriarcal a assouvi les ressources naturelles et les femmes. Et c'est au-delà des hommes, il n'y a pas de misandrie, enfin voilà, on n'est pas misandre dans ce qu'on dit, mais c'est vraiment tout un système qui a tendance à assouvir les choses et à en faire des objets qu'il faut peut-être repenser. Est-ce que vous pensez qu'un système écologique et féministe peut changer le monde, justement? Je crois que, comme disait Anne-Catherine, c'est la prise de conscience qui est fondamentale. Moi, je dirais d'un mot tout simple, c'est l'anticapitalisme. Il faut vraiment changer parce que c'est ça qui détruit la planète. Oui, c'est toujours le court terme, hein, toujours plus, hein, sans tenir compte des limites planétaires et des limites en général. Donc effectivement, il faut changer de paradigme. Et là, il y en a encore beaucoup qui sont pas du tout dans cette vision des choses. Quand on voit comment le soulèvement de la Terre, justement, a été traité en France et est toujours traité, c'est assez problématique, ça pose beaucoup de questions. En tout cas, justement, je trouve que vous avez une belle manière d'interpréter les choses dans votre groupe, dans votre association, et d'éveiller les consciences, parce que, en tout cas, pour nous, les jeunes, on peut avoir un petit peu peur, justement, de ces traitements, ou en tout cas de ce non-traitement de la part de la politique, de la question climatique. Moi, je dois dire qu'il y a quelque chose qui me fait extrêmement peur, c'est justement la réaction réactionnaire de la population et des dirigeants face à cette tendance à utiliser la justice ou à utiliser la désobéissance civile. Et actuellement, c'est extrêmement problématique de voir que des politiques proposent maintenant de considérer les activistes du climat comme des terroristes et donc de renforcer des lois et d'aller vers une répression toujours plus forte. Ça, c'est un grand risque, c'est un grand danger pour nos mouvements. Ça me fait très peur. Ça me fait très peur. En Allemagne, ils sont déjà dans cette optique. Et puis, il y a 2-3 casques à boulons aussi dans notre Parlement qui disent que oui, c'est une ligne à suivre. Et ça fait très, très peur. Oui. Justement pour donc les auditeurs qui peut-être ne connaissent pas l'actualité suisse. Donc on a vu en France des jeunes personnes par exemple endommager des tableaux sans réellement les endommager puisqu'ils étaient sous vitrine, par exemple s'attacher sur des courts de tennis ou encore d'autres actions très visibles et très ponctuelles. En Suisse, il me semble qu'il y a eu aussi des jeunes personnes qui se sont collées les mains sur les pupitres pendant les débats avant des élections cantonales sur les routes. Et qu'est-ce que vous pensez justement, parce qu'on peut pas parler de désobéissance civile dans des actions ponctuelles comme ça, et en tout cas très ciblées, qui font finalement peu de dommages, si ce n'est médiatique. Qu'est-ce que vous diriez aux jeunes qui ont envie de s'engager sur cette voie-là ? D'abord, il y a une chose qui me frappe beaucoup ces jours à cause de ce qui s'est passé à Paris et les mouvements violents de jeunes. Ça m'a fait beaucoup réfléchir. Je me dis, voilà, est-ce qu'il y a quelque chose qui nous concerne aussi, j'entends, est-ce que nous sommes en train d'aller dans cette voie? Évidemment, ça présente aussi ce risque de renforcer la répression partout, y compris chez nous, n'est-ce pas? Il y a des jeunes qui bouleversent un terrain de golf pour planter des pommes de terre, et ça fait scandale. Mais on peut pas comparer ce scandale avec ce qui se passe en France. Est-ce qu'il y a des points communs ou non? J'aurais évidemment envie de dire non, ça n'a rien à voir. Mais je suis pas sûr que politiquement, ce soit effectivement compris comme ça. Et justement, est-ce que la justice, donc en tout cas toute votre action judiciaire, est-ce qu'elle a pour vocation d'éviter d'arriver à des points de révolte plutôt que de manifestation, on va dire pacifique, ou en tout cas de prise de position médiatique? Est-ce que pour vous il y a un sens à tout ça judiciairement, d'éviter la révolte? En Suisse, en tout cas, j'ai envie de dire, dans les procès qu'on a eus, c'est le contraire. Tous ces jeunes qui, dans un premier temps, ont fait des manifestations, le match de tennis dans le hall du Crédit Suisse, mais c'est drôle, c'est bon enfant, c'était
plein d'humour. Mais ces jeunes, ils sont condamnés. Il y en a plein d'autres qui ont été condamnés. Et donc, ils vont passer à un stade supérieur. C'est-à-dire que oui, c'est Renovate Switzerland, c'est-à-dire on colle ses mains à la télévision ou sur les, etc. Et il y a le crescendo, peut-être, je ne sais pas. La justice ne fait qu'engendrer. Qu'est-ce qui a gagné en Suisse, et notamment en Suisse romande? Eh ben, c'est la répression qui a gagné. Et donc, quand la répression gagne, qu'est-ce qui se passe après? Quels sont les moyens ensuite pour ces jeunes qui sont condamnés et qui sont, moi j'en ai croisé beaucoup, qui sont aussi dans un état moral, mais vraiment catastrophique. Et certains qui étaient très engagés dans les marches climat, dans les grèves climat, qui étaient engagés mais à 100%, j'en ai croisé, qui étaient étudiantes. Oh bah tu sais, ouais, je suis en biolo, mais je m'arrête, ça sert à rien. Ouais, je suis en droit de l'environnement, je suis en sciences de l'environnement, je m'arrête, ça sert à rien. En burn-out total. Et ça me fait très peur. On a vu aussi que ces jeunes ont été soutenus par des personnes du troisième âge, qui ont été arrêtés, qui ont été emprisonnés, et eux aussi la répression sur eux a aussi fait un effet dévastateur, qui étaient vraiment en état de choc, qui ont été punis jusqu'à des 35 000 francs d'amende, enfin, des situations qui font froid dans le dos. Peut-être encore ajouter une chose, c'est que la justice, on espère qu'elle peut nous entendre et favoriser un heureux développement de la situation, mais en même temps, on ne peut pas parler de judiciarisation de la politique sans parler de l'effet contraire. On a actuellement des révisions de lois qui briment, par exemple, dramatiquement les médias, avec des possibilités d'interdire la publication même des noms de personnes appartenant à l'économie qui auraient commis des méfaits, des infractions ou des irrégularités pour employer un mot plus diplomatique, et que finalement, si effectivement on a un mouvement de la justice qui va dans ce sens-là, comme c'est le cas aussi d'ailleurs vis-à-vis des multinationales, quand il y a des accords de libre-échange et qu'il y a des arbitrages qui se font en général au détriment de l'État, mais en faveur des multinationales, là on va manifestement pas dans le bon sens. Donc il faut reconnaître que là on est dans un terrain miné peut-être, et puis que vaillamment on marche sur la crête en espérant qu'on glissera pas au fond du glacier qui est en train de fondre. Oui. Enfin, c'est très intéressant et c'est très déroutant aussi du coup de se poser toutes ces questions et de voir que il y a un sentiment de justice qui est très éloigné, d'interprétation du droit qui est très éloigné de la réalité. Et aujourd'hui, on a envie d'être très proche de la réalité et pour ça, il faut un petit peu de courage, comme vous l'avez dit. En fait, moi, je me pose la question, vous qui avez un petit peu des parcours culturels, politiques, qui avez baigné dans des microcosmes qui se posent ces questions-là, est-ce que le courage différencie l'engagement associatif de la politique à chaque fois? Parce que vraiment, nous on a l'impression en tant que jeunes qu'on n'a pas plusieurs voies possibles, que la politique, entre guillemets, c'est pourri, et que l'engagement associatif, c'est vraiment notre porte de sortie. Moi, je dirais non. Le courage est nécessaire partout. Je voudrais pas abuser de la parole et amener un élément personnel. Anne dira après ce qu'elle pense. J'ai vécu mes 8 ans au Conseil national comme quelque chose qui m'a demandé énormément de courage. Et vraiment, c'est pas pour rien que je peine maintenant à retourner à Berne, parce que vraiment je sens ce poids. C'est une responsabilité énorme, c'est un travail considérable, c'est en permanence l'idée que c'est pas juste, que c'est pas tout à fait suffisant, qu'il faudrait plus, qu'il faudrait ça, et c'est pourquoi le travail militant redonne du courage pour finalement porter aussi ces idées dans la politique institutionnelle. Moi je dirais que le courage il en faut partout et tout le temps, comme Anne-Catherine, mais que les associations ou la politique, c'est pas la même chose.
Parce que dans une association, on peut vraiment s'engager, la choisir et s'engager en étant vraiment proche de soi, mais s'engager en politique et avoir du courage politique dans une démocratie, c'est aussi être capable de compromis. Ça veut dire de discuter avec d'autres et d'accepter des décisions des autres, de les défendre, avec lesquelles on n'est pas forcément d'accord. Mais la démocratie est quand même le lieu du débat et la parole de l'autre est aussi importante que la nôtre. Oui, alors c'est vrai que quand on est au Parlement, on a toujours l'impression, mais peut-être que c'est aussi un défaut très féminin, la perfectionnité aiguë. Et on a du mal à rayer de notre vocabulaire le mot perfection, et toujours plus et toujours mieux, etc. Et c'est vrai que la politique, c'est dur, c'est violent parfois, c'est violent. Ouais, ça j'ai aussi expérimenté, c'est violent. Après, il me semble qu'il faut du courage partout, absolument. Et je pense que le militantisme, l'associatif amène aussi beaucoup de choses et que il nous faut nos relais au niveau politique. Alors, chacun ses lobbies, on les connaît bien. Et c'est vrai qu'on a, entre guillemets, nos lobbies qui sont Greenpeace, qui sont Pro Natura, qui sont le WWF, qui sont toutes ces associations qui existent depuis très longtemps et puis par ailleurs, des lobbies absolument gigantesques et énormes qui sont les banques, les multinationales, les pharma, enfin qu'on a toutes côtoyées. Voilà, donc, mais du courage, il en faut partout. Il en faut au quotidien, il en faut tout le temps. Et perdre courage, je pense que c'est la chose la plus grave qui puisse nous arriver. Et je trouve que c'est une belle manière, en tout cas, de conclure un petit peu nos échanges. Vous avez beaucoup de courage. Je l'ai vu, donc moi je vous rappelle ces photos et je conseille à tout le monde qui écoute le podcast d'aller voir ces photos où on vous voit dire scander vos dires et être très courageuse face à la Cour européenne des droits de l'homme depuis 2016 avec tous les recours que vous avez pu, que ça soit en Suisse jusqu'à la Cour. Vous avez beaucoup de courage et ça donne si je peux me permettre, de l'espoir pour les jeunes femmes et qui peuvent s'armer de courage aussi pour la suite, je le pense. Alors, on va quand même finir sur quelque chose aussi très politique, puisque avec toutes les invitées, je procède au portrait européen. Donc on va s'armer de courage. Et je vais vous demander chacune votre tour de répondre seulement par un mot aux questions suivantes. Si vous deviez être une capitale européenne, vous seriez, Gisèle? La Haye, capitale des Pays-Bas. Rome. Oslo. C'est très politique et c'est très bien. Si vous étiez une spécialité culinaire, Gisèle? Un œuf au jambon avec des rösti. Panforte de Sienne. Là, je cherche, j'ai vraiment beaucoup une spécialité culinaire. Joker. Très bien. Si vous étiez une boisson? Alors là, je sais tout de suite. Un verre de Bourgogne. Moi aussi, un verre de Bourgogne, mais blanc et frais. Plus rare. Crémant d'Alsace. On est sur le vin français, très bien. Et enfin, si vous étiez un lieu touristique? Florence. La Villa Adriana à Rome. Je retourne à Sienne. Sans hésiter. Je vous remercie beaucoup à toutes les trois. Et puis, je vous souhaite d'avoir un jugement positif à l'automne de la part de la Cour européenne des droits de l'homme. Merci beaucoup. Merci. Vous avez aimé cet épisode et vous souhaiteriez savoir quel sera le jugement de la Cour européenne des droits de l'homme? Alors abonnez-vous aux réseaux sociaux d'Européenne Podcast et à la newsletter. En attendant, n'oubliez pas de déposer un petit like et je vous dis à très vite.